Ça, c'est un effet assez remarquable de la cybersécurité. C'est que quand une entreprise est victime d'une cyberattaque, très souvent, on va lui reprocher d'avoir été victime. Et c'est la double mauvaise nouvelle pour elle, puisque, un, elle a été victime de la cyberattaque, et deux, on lui indique qu'elle est peut-être responsable ou même coupable d'avoir été victime. Et c'est une série d'ennuis qui est très très difficile à vivre pour une entreprise, sur le plan psychologique, sur le plan financier, sur tous les plans. C'est extrêmement difficile pour une entreprise. Avant, les textes de loi sur la cybersécurité étaient éparpillés dans 12 codes juridiques différents. Mais ça, c'était avant. Avant que Michel Séjean et ses équipes entreprennent le travail titanesque de réunir tous les textes de loi dans un ouvrage intitulé « Le Code de la cybersécurité » et qui a vu le jour en 2022. Aujourd'hui, l'ouvrage à la couverture emblématique rouge, édité chez Dalloz, est souvent présent sur les bureaux des responsables des systèmes d'information qui disposent enfin d'un outil qui leur permet d'y voir plus clair sur les réglementations en vigueur, mais pas seulement. Il y a encore trop d'entreprises qui relayent le sujet de la cybersécurité au second plan, mais un Dalloz posé sur la table, ça fait toujours son effet. L'ouvrage participe ainsi à donner une place majeure aux enjeux de cybersécurité en entreprise. On l'appelle le GPS juridique de la cybersécurité et c'est le sujet de cet épisode pour lequel j'ai l'immense plaisir d'accueillir Michel Séjean, qui reste pour moi l'invité parfait pour parler des aspects juridiques de la cybersécurité. Bonjour Michel. Bonjour Leslie. Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, on s'était rencontrés lors d'un événement organisé par Microsoft en mai dernier. C'était dans le cadre de leur initiative Women Cyber, un programme de mentorat auquel tu as participé et qui consistait à accompagner des femmes de chez Microsoft qui s'intéressent au sujet de cybersécurité. Tout ça dans l'optique, évidemment, d'attirer toujours plus de talents féminins vers ces métiers-là. Est-ce que tu peux rapidement, avant qu'on se lance dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, revenir sur cette expérience et nous expliquer pourquoi, en quelques mots, pourquoi c'était important pour toi de participer à une telle initiative? Cette initiative, j'en ai eu connaissance dans le cadre de la session nationale de formation à l'Institut des hautes études de défense nationale à laquelle j'ai participé. Une session qui s'appelle Souveraineté numérique et cybersécurité. C'est une année complète de formation pendant laquelle une de mes camarades de promotion travaillait chez Microsoft et s'occupait des comptes, des grands comptes en matière de cyberdéfense. Et elle avait monté avec d'autres collègues de Microsoft cette initiative sur le mentorat pour les jeunes femmes qui voudraient en savoir plus sur la cybersécurité pour savoir si ça les intéresse et qu'on puisse les accompagner dans la mesure de nos compétences pour les aider à accomplir ce qu'elles veulent accomplir en cybersécurité. Et cette camarade, avec laquelle je m'entends très bien, nous a proposé à tout le groupe de participer à ce mentorat. Et je crois qu'on était 8 ou 9 sur 40 à être enthousiastes par rapport à ça, parce que quand on est auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, eh bien, c'est quelque chose qui fait qu'on participe à la communauté nationale en matière de cybersécurité. Donc, quand on a une initiative comme ça et qu'on peut la soutenir, ben on le fait. Et puis moi, à titre personnel, je trouve que c'était vraiment intéressant en tant qu'homme de participer à un programme qui puisse contribuer à une amélioration de la situation des femmes en matière de cybersécurité. J'ai vraiment apprécié d'être invité à le faire. Et donc, je me suis dit, si j'y vais pas, je peux pas me plaindre après que les questions de féminisme progressent en dehors de moi, alors que quand on me propose de participer, j'y vais pas. Donc, il y avait aussi cet aspect-là qui était vraiment intéressant. C'est super de se sentir concerné par ces sujets quand on est un homme. Donc merci pour ce petit retour d'expérience. Moi, j'étais ravie de te rencontrer. Surtout que pour moi, tu es la personne parfaite, en tout cas la personne idéale pour venir parler du code de la cybersécurité. Donc oui, on va parler cyber et juridique aujourd'hui. Ça peut faire un petit peu peur de prime abord, mais promis, ce sera accessible et intéressant et peut-être même un petit peu fun, j'espère, pour tout le monde. Michel, déjà, je le rappelle, toi, tu es professeur des universités en droit privé et sciences criminelles à l'université Bretagne Sud. Alors, plus Bretagne Sud depuis quelques mois. Je viens
je viens de bouger dans une autre université, université Sorbonne Paris-Nord, à Villetaneuse. Mais effectivement, j'ai passé 9 ans à l'université Bretagne Sud. Actualisé dans la version 2 du code de la cybersécurité, Absolument. j'imagine. Parfait. Et tu es chercheur associé à la chaire cyber de l'Institut des hautes études de défense nationale dont tu parlais à l'instant, donc l'IHEDN. Et l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui a été réalisé sous ta direction scientifique. Mais avant d'en parler, j'aimerais évidemment, à mon habitude, que tu reviennes un petit peu sur toi, sur ton parcours, et que tu nous expliques comment tu en es venu à faire le lien entre le monde juridique dans lequel tu évolues et le monde de la cybersécurité. C'est un grand hasard de la vie qui a été une chance incroyable. Je suis arrivé après le concours d'agrégation en droit privé et sciences criminelles à l'université Bretagne Sud, à Vannes. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais spécialiste en droit des contrats, droit des obligations, de la responsabilité civile, enfin, des matières qui sont très traditionnelles qu'on passe pour le concours d'agrégation. C'était ça ma spécialité. Et une fois à Vannes, il se trouve que la région Bretagne faisait de lourds investissements sur la cybersécurité. Et l'université Bretagne Sud, en particulier, avait obtenu d'importants financements pour monter une infrastructure pour entraîner les étudiants en école d'ingénieur à faire de la gestion de crise cyber, répondre aux cyberattaques, en étant l'équipe défensive, ce qu'on appelle l'équipe bleue, la Blue Team, contre l'équipe rouge, la Red Team. Et dans ce centre-là de cybersécurité, il n'y avait pas de juriste. Or, les aspects juridiques sont quand même importants dans le cadre d'une gestion de crise cyber, et pas seulement d'ailleurs dans le cadre de toute la cybersécurité. Et le président de l'université, à l'époque, Jean Peters, professeur des universités aussi, m'a demandé si je souhaitais participer aux activités du centre qui venait d'être créé. On était en 2017 et j'ai accepté. Je me suis passionné pour ça parce que j'ai rencontré des logiques métiers qui m'échappaient complètement dans le droit des obligations où je pouvais faire toute ma carrière en bibliothèque en gros. Et là, avec la cybersécurité, j'ai rencontré des militaires, des gendarmes, des agents du renseignement, des policiers, des ingénieurs, des SI, RSSI, assureurs, etc. Et tout à coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et l'Université Bretagne Sud a investi pour que je puisse être formé. Ça, c'était vraiment un gros cadeau aussi. Je me suis retrouvé donc à l'IHEDN, à la session souveraineté numérique et cybersécurité. Et là, j'ai pu rencontrer tous les métiers de la cyber dans le cadre de cette formation. Et c'est à cette occasion-là que, en parlant avec tous les gens du terrain que je rencontrais, ils me disaient mais le droit en matière cyber est incompréhensible, quoi. On n'arrive pas à savoir ce qui s'applique à nous, il y en a partout, ça déborde. Et donc voilà d'où est né le projet de code. Justement, parler de ce fameux code de la cybersécurité, moi, ce que j'ai sous les yeux, on va le dire, c'est un énorme pavé rouge aux éditions Dalloz qui ressemble au code pénal ou au code civil. Ça fait un peu peur de prime abord. Moi, je l'avais sur mon bureau depuis un petit moment, puisque je voulais évidemment y jeter un petit coup d'œil pour préparer l'épisode. Évidemment, je n'ai pas tout lu. Et mes collègues m'ont demandé, mais Leslie, mais qu'est-ce que tu fais avec ça sur ta table ? Ça a l'air hyper sérieux et compliqué. Bah oui, je prépare un épisode de podcast sur les aspects juridiques de la cybersécurité. Autant te dire qu'on m'a souhaité bonne chance avec ça. Est-ce que tu peux, pour commencer, justement, pour qu'on repose les bases et qu'on défriche un peu le sujet, nous présenter l'ouvrage et nous expliquer, revenir un peu sur les raisons de sa création, pourquoi avoir créé un tel ouvrage ? Quand on est à l'IHEDN, on doit rendre un rapport à la fin de l'année. Qui remonte au Premier ministère, puisque l'IHEDN est un institut de formation placé sous les auspices du Premier ministère, donc il est interministériel. Et quand les questions nous sont posées par le Premier ministère ou pour qu'on fasse notre rapport, ça veut dire qu'il y a une insatisfaction quelque part. On travaille sur cette insatisfaction-là, on essaie de faire du brainstorming, on essaie de se confronter à cette insatisfaction et de produire quelque chose. Et le sujet que j'avais avec 4 camarades, c'était comment améliorer la lutte contre la cybercriminalité. Et c'était donc avant l'existence de ce code, puisque l'idée est venue à partir de la session nationale.
je me retrouve avec une avocate, Karine Duperron, et puis avec 3 autres camarades qui ne sont pas juristes de métier. Et les 3 autres camarades, au début, se tournent vers nous deux, les 2 juristes, en disant « ça, c'est un sujet facile pour les juristes. » Et en fait, c'était pas du tout facile parce que même nous, Karine et moi, qui sommes chacun habitués, parce que c'est notre métier, à chercher des textes et à les analyser, on n'arrivait pas à localiser correctement les dispositions relatives à la cybersécurité. Et dans le droit existant. Dans le droit existant. Il y en avait national, international, européen. Oui, il y a du droit interne, il y a du droit de l'Union européenne, il y a du droit international avec les conventions que la France signe et ratifie. Et puis, il y a parfois du droit étranger qui n'a rien à voir avec le droit français, mais qui en fait s'applique aussi en France parce qu'on dit qu'il est extraterritorial. Et quand on prend ces 4 couches-là de droit, ça fait quand même beaucoup. Et à l'époque, moi, j'étais pas du tout conscient qu'il y avait ces 4 couches-là qui existaient. Donc, c'était horrible, en fait, de rédiger ce rapport. Et une des recommandations qu'on avait faites à la fin de ce rapport, c'était il faut compiler l'ensemble du droit existant de la cybersécurité. On n'a pas dit qu'il fallait créer du droit. On a dit qu'il était suffisamment élaboré, mais trop dispersé et qu'il fallait, au moins sur le plan éditorial, le regrouper. Donc, ce code, c'est un travail qui améliore la facilité d'accès au droit, mais ça ne crée pas du droit. C'est vrai qu'il se présente comme un code civil, mais en fait, il n'est pas comme un code civil, parce qu'il n'y aura jamais une loi qui va dire la loi numéro tant modifie le code de la cybersécurité à l'article je sais pas quoi. Non, ça ne va pas arriver. Ça va pas arriver sur le code civil, sur le code pénal, sur le code de commerce, mais on a déjà 72 codes officiels qui sont promulgués. Aujourd'hui, il faut quasiment un code de code. C'est-à-dire sur un sujet aussi transverse que la cybersécurité, on est obligé d'avoir un ouvrage qui rassemble ce qu'il y a pour la cybersécurité dans 17 codes, une centaine de lois non codifiées, 77 textes de l'Union européenne, 600 conventions internationales. Énorme. Et donc, en fait, il faut aller chercher tout ça. Et évidemment, je ne l'ai pas fait tout seul. Il faut aller chercher tout ça, il faut le rassembler, il faut l'ordonner. Mais c'est un ordonnancement uniquement éditorial. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est un ouvrage académique. On ne crée pas du droit. Vous avez mis combien de temps à ordonner tout ça, à rassembler et à ordonner tout ça? On a présenté le projet le 17 juillet 2020. Je me souviens de cette date parce qu'on était encore dans une phase entre 2 confinements. Et le temps que l'approbation arrive, c'était janvier 2022 et le code est sorti en juin 2022. Donc, ça a mis 6 mois. Mais c'est très important de dire que l'exécution a mis 6 mois parce que la vraie personne qui est derrière le code, c'est le général Vatin-Augoire. Et lui, ça faisait 18 ans. C'est le fondateur du FIC. Oui, le fondateur du FIC, le fondateur de la Session nationale souveraineté numérique et cybersécurité. Et lui, ça faisait 18 ans qu'il réfléchissait à un code de la cybersécurité. C'est un excellent juriste. Même s'il n'est pas universitaire, il a des productions académiques qui sont celles qu'un excellent universitaire aurait, en fait. Et il a essayé de faire un code de la cybersécurité, mais plein de raisons ont fait que ça n'a pas abouti, en tout cas du premier coup. Puis finalement, ce coup-là était le bon. Et si ça a pu mettre uniquement 6 mois, c'est parce que lui, il y avait travaillé pendant 18 ans. Mais en tout cas, félicitations pour ce travail. Qui se sert de ce code de la cybersécurité? À qui est-ce qu'il s'adresse aujourd'hui? Plein de publics différents et pas forcément ceux auxquels on s'attendait au départ. Moi, au départ, je souhaitais que ce code soit un argument pour faire entrer la matière droit de la cybersécurité dans les amphis. Parce que c'est ce qui s'est passé un petit peu. Tu veux dire à l'université pour les étudiants. Dans les écoles, voilà. D'accord. C'est ce qui s'est passé pour le code de la propriété intellectuelle dans les années 90. La propriété intellectuelle dans les années 90, ou même dans les années 80, c'était vu comme une matière un peu excentrique. C'était pas une matière vraiment reconnue. En tout cas, elle faisait pas l'objet d'enseignements très suivis. Et puis le code de la propriété intellectuelle est sorti au début des années 90. Et là, c'est devenu un argument pour qu'on crée les matières et les cours qui vont avec. Et aujourd'hui, c'est une matière incontournable dans les facs de droit. Donc le code de la cybersécurité est étudié aujourd'hui pas encore, parce qu'il est encore très récent. Et avant qu'on ait des profs qui créent un cours qui soit dispensé dans les amphis, il faut qu'il y ait un peu de temps qui passe, parce qu'il faut bien former les formateurs. Enfin, il va y avoir un temps d'adaptation, mais il faut bien commencer quelque part.
Et l'idée de départ, c'était faire de ce code un argument pour pousser l'offre de formation. En montrant que, regardez, il est épais, il y a des choses à Il y a de la dire, il y a des matière. choses à faire. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les retours qu'on a eus n'étaient pas exactement ceux-là. C'était plutôt des responsables de la sécurité des systèmes d'information, donc des RSSI, qui disaient, mais en fait, c'est vraiment un bon outil parce que nous, quand on arrive en comité de direction ou quand on participe à un comité de la gouvernance de notre entreprise, on essaye de faire ressentir à la gouvernance qu'on a un vrai sujet qui pose des risques juridiques. Et aujourd'hui, on peut entrer dans la réunion et poser ça sur la table. Et les gens connaissent les codes rouges, en fait. Voilà, ça leur dit quelque chose. C'est toujours impressionnant, oui. Et là, on peut enfin leur dire, regardez, il y a un vrai sujet de cybersécurité. Et arrêtez de rogner mes budgets, arrêtez de penser que c'est juste une affaire d'informaticien. Enfin prendre au sérieux, voilà. Exactement. Donc, au RSSI principalement aujourd'hui. RSSI, ça peut être aussi des journalistes, ça peut être tout un ensemble de personnes qui font de la cybersécurité, je pense aux assureurs, sans être forcément juristes ni techniciens. Voilà, il y a tout un ensemble de personnes en fait qui prennent conscience que chaque fois qu'on est connecté, on est vulnérable, et chaque fois qu'on est vulnérable, on doit assurer sa cybersécurité. Et toutes ces personnes-là ont besoin de prévoir leur comportement pour être sûr de respecter le droit et être sûr de pouvoir bénéficier pleinement de leur droit à la sécurité. Et être sûr de trouver l'information aussi qui était jusque-là dispersée. Comment est-ce que l'organisation judiciaire, du coup, s'est adaptée aussi à ces nouveaux enjeux de cybercriminalité ? Alors, l'organisation judiciaire en France, elle est héroïque, mais ça ne veut pas dire que c'est satisfaisant. Elle repose beaucoup sur l'héroïsme en matière de cyberattaque. Ouais. Elle repose beaucoup sur l'héroïsme d'une section en particulier, qui est la section qu'on appelle J3 du parquet de Paris, qui a compétence pour toutes les affaires de cybercriminalité graves. S'il y a de plus en plus de contentieux en cybercriminalité, il faut le rappeler. Alors, du contentieux, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, parce que le contentieux, ça renvoie plutôt à l'idée qu'une personne va attaquer une autre au civil pour avoir des dommages et intérêts. Il faut préciser que c'est du contentieux pénal, c'est-à-dire vraiment des plaintes de l'État ou de la société à travers le procureur envers les cyberattaquants et parfois d'autres plaintes envers les sociétés qui sont victimes de cyberattaques. Ça, c'est un effet assez remarquable de la cybersécurité. C'est que quand une entreprise est victime d'une cyberattaque, très souvent, on va lui reprocher d'avoir été victime. Oui, parce qu'on lui reproche de ne pas avoir suffisamment protégé ses données. Oui, et c'est la double mauvaise nouvelle pour elle, puisque, un, elle a été victime de la cyberattaque, et deux, on lui indique qu'elle est peut-être responsable ou même coupable d'avoir été victime. Et c'est une série d'ennuis qui est très, très difficile à vivre pour une entreprise, sur le plan psychologique, sur le plan financier, sur tous les plans. C'est extrêmement difficile pour une entreprise. Et les questions dans ton ouvrage de cyberisation de la criminalité organisée, est-ce que tu peux m'en parler ? Ça m'a fait penser à tout ce qu'on appelle l'ubérisation. Et je reprends ici une formule du général Watin-Augouard qui dit que la cybersécurité, les cyberattaques, en fait, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation d'un rêve pour tous les délinquants et les criminels. C'est d'être le plus loin possible de la victime. Le plus proche possible de la victime, puisqu'on est dans sa poche, à travers le téléphone, et le plus loin possible des juges, puisqu'on peut opérer depuis l'étranger. Donc on est très proche de la victime et très loin des juges. Tous les délinquants et les criminels veulent ça. Et c'est ce qui peut se produire avec la criminalité organisée par la cyberattaque. Cette criminalité organisée, elle représente 6 000 milliards d'euros pour 2021, ça veut dire 200 000 euros par seconde. Et l'équivalent du trafic de drogue, on dit non, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Mais c'est beaucoup plus. Et en fait, si la cybercriminalité devait être un pays, ce serait la 3e puissance mondiale en termes de capacité financière, en fait. C'est extrêmement perturbant de voir ça, parce que les fonds sont faciles à
faciles à récupérer et sont très difficiles à saisir de nouveau par l'État dont les ressortissants ont été victimes. Quelles sont les sanctions justement quand un cybercriminel se fait prendre? Oui. Comment ça se passe pour lui? Ça dépend de la qu'il a fait. Alors, Parce qu'il y a de nombreuses possibilités en matière de criminalité. Il y a d'abord la criminalité contre les machines elles-mêmes. On va vraiment faire une attaque pour paralyser des machines. On va, par exemple, envoyer un logiciel qui va effacer toutes les données. Donc ça, c'est les cyberattaques classiques souvent pour les entreprises. Oui, souvent pour déstabiliser un État d'ailleurs. Parce que les États, exact. En général, c'est pas pour récupérer de l'argent, c'est pour déstabiliser un État, pour lui dire, tu vois, je peux avoir accès à tes plus grandes entreprises et je peux effacer toutes leurs données. Et je peux les perturber pendant des semaines. Bon. Ensuite, vous avez de la criminalité qui est via les machines. C'est-à-dire que c'est de la criminalité qui pourrait exister sans le numérique, comme chantage, comme l'extorsion de fonds, comme voilà, toutes ces choses qui existent par ailleurs, mais le numérique va faire que ça va être démultiplié et ça va atteindre une ampleur incroyable. Et là, à ce moment-là, il faut regarder au cas par cas. Combien d'argent a été levé, combien de victimes ont été touchées, est-ce qu'il y a eu une intrusion dans le système d'information de quelqu'un, une intrusion frauduleuse, ou est-ce que c'était intrusion plus modification des données, plus dégâts qui ont été faits. Donc il y a quand même tout un ensemble de textes, et ça c'est une chose qui est bonne, qui prévoit différentes situations pour pouvoir embrasser une réalité complexe. Mais qu'est-ce que risquent les cyberattaquants ? Ils peuvent risquer des peines d'emprisonnement ou même des peines d'emprisonnement, des amendes, toutes les condamnations pénales qui existent et toutes les condamnations civiles aussi. Puisqu'il faudra dédommager les victimes du préjudice qu'elles ont subi. On n'a pas parlé de la manière dont est structuré justement ton code de la cybersécurité. Ouais, cette structure, elle est importante, elle est extrêmement importante en fait. Et là encore, je le redis, je ne suis pas à l'origine de cette structuration en 3 thèmes. On dit sur le plan éditorial, parce que là, vous avez le code de la cybersécurité, et en fait, dedans, il y a 3 onglets rouges, et chacun correspond à ce qu'on appelle un livre. C'est la première subdivision en droit, c'est un livre, ensuite partie, titre, etc. Et donc, il y a 3 livres qui sont une pure création de l'esprit. Je le répète, c'est pas une création de normes juridiques, c'est un ordonnancement. Et cet ordonnancement, c'est pas moi qui y ai pensé. C'est le général Vatan-Augoire qui a mis des années, littéralement, à réfléchir à la manière d'ordonnancer les règles. Et il aboutit à ces 3 compartiments qui résistent complètement au temps et à l'évolution de des cybermenaces. Le premier thème, c'est un thème qui concerne plutôt les entreprises, les administrations, les personnes privées et publiques, qui est le thème de la sécurité des systèmes d'information. Dedans, vous allez trouver toutes les règles qui imposent aux entreprises de prévenir les cyberattaques, d'éviter qu'elles arrivent, et de limiter leurs conséquences quand elles arrivent. Donc, mais ce sont des règles qui ne sont pas contraignantes à l'heure actuelle. Ça dépend des entreprises. Si elles sont très critiques pour l'État, elles deviennent contraignantes, mais ça, ce sera le 3e livre, celui sur la cyberdéfense. En revanche, et ça c'est une grosse difficulté du droit de la cybersécurité, c'est que les règles peuvent être simplement conseillées, mais n'empêche que si vous n'avez pas suivi un conseil et qu'il vous arrive une cyberattaque, on vous reprochera quand même de ne pas l'avoir fait. Et donc aujourd'hui, une des grandes réflexions, on pourrait dire théorique, mais théorique ça ne veut pas dire déconnecté, ça veut dire fondamental aussi. C'est de se demander dans quelle mesure ce qu'on vous recommande n'est pas en fait contraignant. Tout à fait. C'est pas contraignant tant qu'il vous arrive pas de problème, mais le jour où il y a un problème... On peut prendre l'exemple de la fuite de données en entreprise. Exactement. L'entreprise peut se faire reprocher de ne pas avoir su protéger ses données. Et donc, oui, sauf que là, il y a une obligation quand même. Il y a des obligations qui viennent du RGPD. Elle est obligée de bien protéger ses données, mais concrètement, ce qu'il faut mettre en place pour les protéger, est-ce que ça, c'est défini ? Ça, c'est des bonnes pratiques voilà. Qui sont abondamment diffusées d'ailleurs d'une manière excellente par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI,
qui est l'autorité nationale en la matière. Mais donc, il y a des règles qui sont tout à fait contraignantes, comme celle, par exemple, de avertir, on dit en droit notifier, mais avertir différentes administrations, différentes autorités lorsqu'on a une cyberattaque. Par exemple, si on a une fuite de données personnelles, il faut avertir la CNIL. Si on a une fuite de données bancaires, il faut avertir une autorité qui est la CPR. S'il y a une fuite de données de santé, il faut avertir les agences régionales de santé, etc. etc. Et ça, c'est obligatoire. Si on ne le fait pas, on encourt des amendes. Donc, il y a des règles qui sont tout à fait contraignantes. Le deuxième livre, après la sécurité des systèmes d'information, c'est la lutte contre la cybercriminalité. En gros, tout ce qui se passe quand les règles du premier livre n'ont pas suffi. D'accord. Et que les attaques ont réussi. Ont eu lieu. Oui. Voilà. Ou qu'il y a eu des tentatives, en tout cas. Et là, c'est le thème de la poursuite, enfin de l'enquête judiciaire et de la poursuite des cyberattaquants. Là, c'est tout l'appareil judiciaire, les enquêteurs, procureurs, les juges. Donc évidemment, dans les enquêteurs... Et ça peut aller à l'international, ça. Bien sûr. Et là, on retrouve Europol, Eurojust, enfin on retrouve tout un ensemble de parties prenantes qui vont... Parce que le risque cyber, c'est un risque qu'on appelle systémique, c'est-à-dire c'est un risque qui dépasse les frontières des États et qui peut mettre à bas tout un système. Donc on a toujours un très fort volet coopération internationale dans la cybersécurité. Comme pour le sanitaire, comme pour le nucléaire, comme pour la corruption. Tous ces risques-là sont des risques systémiques et donc c'est pour ça qu'ils sont particulièrement... Il faut être très très attentif à ces risques-là. C'est très récent, ça, qu'on arrive à se structurer, à se mobiliser autour de ce nouveau risque, au final. Oui, c'est récent, mais bon, évidemment, Internet étant lui-même récent, on tend à l'oublier. Il n'y avait pas besoin de grande structuration du droit. Maintenant, on a un problème qu'on connaît bien dans d'autres matières qui sont plus mûres, hein. Je pense aux matières de l'environnement, par exemple, puisque le risque environnemental est aussi un risque systémique. Exact. Mais il est plus ancien, on a plus de recul par rapport à lui. Et donc, on est dans cette phase où on a peut-être trop d'intervenants, on ne sait plus vraiment qui fait quoi, mais c'est classique, c'est une question de maturité. Voilà, ça va se structurer. Avec le temps, ça va se structurer, ça va devenir plus visible, etc. On n'a pas le choix, on est obligé, on fait face à une menace qui est de plus en plus importante. Et justement, à propos de menaces, c'est la question du livre 3, puisque donc il y a le droit de la sécurité des systèmes d'information, livre 1, la lutte contre la cybercriminalité, livre 2, et le troisième livre, c'est la cyberdéfense. Et là, il s'agit de protéger en particulier les installations critiques de l'État. On les appelle les opérateurs d'importance vitale, OIV. On a aussi des opérateurs de services essentiels ou entités essentielles. Et puis, on a des entités importantes. Tout ça est extrêmement récent pour entités essentielles et entités importantes. Et ces entités sont toujours tenues secrètes, enfin, on ne sait pas. Pas toutes, non. Les opérateurs d'importance vitale sont secrets. Sont sur une liste tenue secrète. Mais les entités essentielles et les entités importantes peuvent être connues. Puisque d'ailleurs, dans les textes européens qui prévoient ces entités-là, il y a des seuils, des tailles, des types d'activités qui font que, forcément, si vous cochez des critères objectifs, vous êtes une de ces entités importantes ou une de ces entités essentielles. C'est d'ailleurs toute la problématique. Les hôpitaux publics, oui, ça peut être les des hôpitaux, des banques, des choses comme ça. Il y a des banques qui vont être OIV et des banques qui vont pas être OIV, par exemple. Il y a des hôpitaux qui peuvent être OIV et d'autres qui ne le sont pas forcément. Ok, très bien. Et tu dis que si un de ces piliers fait défaut, l'ensemble sera fragile et instable. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'interdépendance entre ces trois piliers ? Mais en fait, ça a été bien expliqué par l'ANSSI, justement, dans la définition qu'elle donne de la cybersécurité. Puisque ce code, il est construit sur la définition que l'ANSSI donne de la cybersécurité. Et qu'est-ce que dit l'ANSSI à propos de ça ? Elle dit que la cybersécurité, c'est une situation. C'est un état. On est en cybersécurité ou on n'est pas en cybersécurité. C'est comme on est en sécurité ou on n'est pas en sécurité. Et c'est une situation qui existe quand vos données, vos systèmes et vos réseaux sont confidentiels, intègres et disponibles. Et pour que ça existe, l'ANSSI ajoute, dans un deuxième alinéa de sa définition,
que pour qu'il y ait une bonne sécurité des systèmes d'information, il faut qu'il y ait une bonne lutte contre la cybercriminalité et une bonne protection de la cyberdéfense. Et c'est à partir de ces 3 éléments-là que le général Vatin-Augouard, après vraiment une réflexion longue et mûrie, a indiqué que oui, en effet, il y a bien 3 compartiments qui ne sont pas étanches, il y a un continuum entre les 3, continuum sécurité-défense par exemple, qui fait que faut aborder la matière dans son ensemble, mais avec 3 distinctions, qui sont 3 angles de vue qui permettent d'améliorer la protection quand on se concentre sur eux. C'est très clair et j'ai lu aussi qu'en matière de cybersécurité, c'est plutôt l'insécurité juridique qui règne. Est-ce que c'est toujours le cas, même après ce travail? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, on espère bien sûr que le code va améliorer la sécurité juridique, c'est-à-dire la capacité des personnes à prévoir leurs droits et leurs obligations. Quand on peut prévoir ses droits et ses obligations, tout va mieux dans un état de droit. Tout va mieux. Pour pouvoir prévoir ses droits et ses obligations, il faut d'abord que le droit qui s'applique à nous soit physiquement accessible, matériellement accessible. Ça, c'est l'objet d'une première étape. La deuxième étape, c'est que quand on ouvre le code ou les règles de droit qui s'appliquent à nous, il faut pouvoir les comprendre. Donc, ce n'est pas l'accessibilité matérielle, cette fois-ci, c'est l'accessibilité intellectuelle. On pourrait parler d'intelligibilité. Et puis, quand on a ces 2 aspects-là, à ce moment-là, les droits et les obligations deviennent prévisibles et on peut se positionner, on peut déployer une activité en sachant qu'on est dans les clous et en respectant, en ayant la possibilité de paramétrer son activité pour qu'elle soit saine, qu'elle contribue au bien-être général, en gros. Voilà. Donc, pour toi, il faudrait que toute entreprise dispose de cette information, donc de ce code de la cybersécurité sur sa table dans ses locaux. Comment font, par exemple, moi, je pense aux petites entreprises, aux petites ETI qui n'ont pas forcément de département dédié à la cybersécurité. Comment on fait pour ces entreprises-là? Je ne m'attends pas à ce que les très petites entreprises qui n'ont pas de juriste achètent le code et le lisent et organisent leur activité. Je pense que ça, ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est que il y ait une cybersécurité de proximité qui s'installe avec un ensemble de services qui soient un peu comme, je dirais, un peu comme l'expert comptable pour n'importe quelle TPE. Ou oui, si je fabrique des boulons en Île-de-France, je ne suis pas comptable en fait, donc je vais aller voir un expert comptable. Il faut avoir le réflexe. Et c'est un service de proximité qui est absolument essentiel parce que c'est lui qui va m'aider à mettre en place le volet réglementaire de mon activité en matière de compta. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à terme, pas tellement à ce que tout le monde ait le code de la cybersécurité. Je pense même que l'éditeur d'Alloz n'est pas dans cette cible-là, mais plutôt à ce que tout le monde ait accès à des services qui lui permettent d'améliorer sa cybersécurité et d'en prendre soin comme on le fait pour fermer nos portes et nos fenêtres, mettre un système d'alarme, mettre un extincteur contre l'incendie, enfin voilà, gérer son risque en fait. Oui, et pour ça, l'étape, ça va être plutôt d'apporter, de clarifier un peu cette forêt noire de la cybersécurité. Oui, je pense que les parlementaires, par exemple, sont de bonnes cibles pour le code de la cybersécurité parce que développer une réglementation aujourd'hui quand on pense qu'il n'y a pas suffisamment de règles alors qu'en fait il suffit d'ouvrir l'index alphabétique à la fin et de se rendre compte qu'en fait si il y a des règles mais simplement elles étaient dispersées donc on ne les connaissait pas forcément, ça évite de faire des lois supplémentaires alors qu'on n'en a pas besoin. En parlant de lois supplémentaires, on va parler de la LOPMI, obligatoire comme sujet ici. Donc la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui a été votée en fin d'année dernière. Qui est rentré en vigueur en avril cette année, il me semble. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu dans les grandes lignes et nous dire ce qu'a changé cette loi concernant les aspects cyber qui nous intéressent ici et comment toi tu l'intègres dans ton code de la cybersécurité? Oui, la LOPMI a changé beaucoup de choses. Il y a énormément de dispositions qui ont été impactées par cette loi d'organisation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Donc elle a été votée, elle a été adoptée le 24 janvier 2023 et elle est rentrée en vigueur le 24 avril.
en sachant qu'il y a encore des décrets d'application qu'on attend. Donc, on a les principes, mais après, pour les appliquer, il vaut mieux les interpréter strictement dans son activité tant qu'on n'a pas les décrets pour être sûr de ne pas prendre de risques. Mais je dirais une des dispositions qui intéresse probablement le plus les personnes qui écoutent ce podcast, si jamais elles sont venues à ce podcast par leur intérêt pour Stoïc. Pour la cybersécurité. Et pour la cybersécurité aussi. C'est probablement une disposition qui a fait beaucoup de débats sur l'assurance de risque cyber. Et cette assurance-là, elle n'est pas encore à maturité en tant que produit. Il y a plein de difficultés avec cette assurance-là, mais comme toujours, ça va rentrer dans l'ordre. Il faut juste un petit peu de temps pour que les acteurs se mettent en place et que les produits trouvent leur public. Mais ce qui se passe, c'est que au départ, on avait un problème de rançongiciel. Le rançongiciel, c'est un virus qui va rendre inaccessibles vos données en les chiffrant, c'est-à-dire en les transformant en des signes que vous ne pouvez pas comprendre alors que vous devriez bien avoir accès à vos données. Et les attaquants vont vous dire je veux bien te donner la clé qui va restaurer les données dans leur état compréhensible de départ, mais il faut que tu me verses une somme d'argent. Ça, c'est surtout, ça arrive aux entreprises, aux hôpitaux publics. C'est oui, aux collectivités locales. Territoriales, exactement. En fait, ça peut arriver à tout le monde. C'est moins les moins particuliers. Pour les particuliers. Voilà. Moins pour les particuliers. Et la question, c'est si j'ai pris une assurance contre le risque cyber, enfin la question c'était, parce qu'elle ne s'est plus posée dans ces termes-là, si j'ai pris une assurance contre le risque cyber, est-ce que je peux payer la rançon, par exemple 1 million d'euros, et l'assureur me rembourse le million d'euros que j'ai payé, puisqu'on considère que ça va rentrer dans le risque cyber. Et ça a été très débattu, parce que en fait, si jamais on entre dans cette logique-là, est-ce que c'est pas une manière d'encourager le rançongiciel en disant de toute manière, on peut taper tant qu'on veut les gens, s'ils sont assurés, eh bien, l'assurance remboursera. Donc on se dit, les attaquants, ils vont attaquer encore plus. Ils savent qu'en France, c'est bon. Exactement. Par contre, il faudrait que tout le monde soit assuré. Il faudrait que tout le monde soit assuré, mais je pense pas que... Mais, ouais, bon. C'est pas encore très rentable, en tout cas. Là, ça a été assez problématique et les discussions ont porté là-dessus. Et puis finalement, les discussions se sont écartées de ce point-là, un peu au dernier moment d'ailleurs. Et aujourd'hui, le texte dit simplement que quand il y a une attaque malveillante, donc c'est pas une panne, c'est pas un incident par négligence, c'est une attaque malveillante. Quand il y a une attaque malveillante, l'entreprise qui en est victime, ou l'entité qui en est victime, pour inclure aussi les hôpitaux, les communes, etc., si elle veut profiter de son assurance, elle doit d'abord porter plainte, dans un délai qui est très court. Pourquoi c'est important, cette étape-là ? C'est important parce que les pouvoirs publics, et en particulier les services d'enquête, les services du procureur, ont assez peu de données pour le moment sur les attaques. C'est aussi important peut-être pour les assureurs qui pourront avoir plus de remontées de données, puisque si on veut bénéficier de son assurance, on doit aller porter plainte. On va se rendre compte, et c'est probablement ce qui va arriver, je pense que l'année prochaine, on aura des statistiques sur 2023 qui vont nous dire augmentation de, je sais pas, par exemple, plusieurs centaines de pourcents du nombre de cyberattaques. C'est pas vrai, c'est une augmentation du nombre de signalements. Exactement. Parce que les gens seront tous allés à la police, à la gendarmerie. Et encore uniquement ceux qui sont assurés. Et encore uniquement ceux qui sont assurés. Voilà. Tout à fait, complètement raison. Mais l'idée qu'il a emportée, c'est l'idée de forcer les personnes assurées à donner des informations en contrepartie de l'indemnisation par l'assureur. Et ça a laissé complètement de côté le débat sur le rançongiciel, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas interdit à une entreprise de se faire assurer contre les rançongiciels. Donc contre les paiements de la rançon plutôt, pour être tout à fait exact. Alors attention, c'est pas parce que c'est pas interdit que c'est recommandé. D'abord, c'est pas recommandé de payer la rançon. Et ensuite, c'est pas recommandé de se faire assurer contre le paiement de la rançon. Parce que il faut pas oublier que pour les Américains, quand on paye la rançon, et on va la payer en général d'autant plus volontiers qu'on est assuré,
on entre sur la liste noire de ceux qui financent le terrorisme. Ouais, Et en fait, ça peut être extrêmement pénalisant pour une entreprise qui soit utilise le dollar dans ses transactions, soit fait des affaires avec les États-Unis. Oui, parce que finalement, on ne sait pas où il va cet argent, à qui il va. Oui, c'est ça. Et donc, les Américains sont extrêmement prudents là-dessus et décident que si vous payez une rançon et qu'ils en ont connaissance, eh bien, ils peuvent vous inscrire sur la liste noire des personnes qui financent le terrorisme. Et comment ça se passe chez nous si une entreprise décide de payer la rançon, va porter plainte? Est-ce qu'après, il y a une enquête qui est menée Oui, bien sûr. Ça, évidemment, c'est soumis au... Tout ça est envoyé au procureur qui va décider s'il va classer la plainte sans suite ou s'il va donner suite. Évidemment, s'il y a une question de rançon, la plainte va être ensuite suivie par... C'est ça, c'est pas seulement pour récolter les données, c'est aussi pour faciliter certainement certaines enquêtes judiciaires. Plus on aura de plaintes déposées, plus on pourra faire le lien entre... Le fait de récolter les données est censé améliorer, à terme, les enquêtes, puisqu'il y a des recoupements qui devraient pouvoir se faire. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Il y a des tendances, on pourrait dire en anglais des patterns qui vont apparaître, c'est ce qu'on espère aussi. Tout ça peut être bénéfique. Évidemment, c'est une charge de plus pour les gens qui vont s'assurer et c'est peut-être quelque chose qui va dans un premier temps dissuader les gens de s'assurer parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent ne pas dire qu'elles ont été victimes d'une cyberattaque. Mais est-ce que porter plainte, ça veut dire rendre public sa cyberattaque ? Non, toutes les plaintes sont pas. On peut pas accéder aux plaintes sur une plateforme qui rend. Mais de fait, si le procureur décide de poursuivre ensuite, quand on porte plainte au pénal, c'est pas moi qui porte plainte au pénal, c'est moi qui dis au procureur: est-ce que vous voulez bien porter plainte au nom de la société à cause de ce qui m'est arrivé? Là, ensuite, si le procureur poursuit, eh bien, on va avoir quelque chose de public, avec des noms qui sont révélés, etc. Et les entreprises ne veulent pas forcément ça. Exact. Ça, c'est un vrai sujet. Et on le voit aujourd'hui dans notre monde ultra connecté. Les sujets de cybersécurité vont prendre de plus en plus de place dans nos vies, pas seulement en entreprise, mais on parle aussi du cyberharcèlement, si on va un peu plus loin. De la haine en ligne, la régulation des crypto-monnaies, des NFT. On parle aussi de tous ces objets connectés qui font leur apparition dans notre quotidien. Comment on fait pour réguler tout ça, pour adapter tout notre système à cette ultra-numérisation qui s'accélère? On a des milliards de contenus en ligne qu'on tente de réguler pour identifier des auteurs de cyberharcèlement. Comment ça se passe dans les faits? Est-ce qu'on a assez de moyens? Je ne sais pas si on a assez de moyens actuellement pour faire tout ça. On pourrait toujours en avoir plus. Mais on s'adapte. On s'adapte, on fait avec ce qu'on a, on soutient la recherche. Et là-dessus, je trouve qu'en France, il y a quand même des efforts importants qui sont faits. Moi, je préfère regarder le verre à moitié plein et il y a un verre à moitié plein, clairement. Oui. Donc, il faut soutenir la recherche. Il faut être patient aussi et déterminé. Ça, c'est quelque chose qui va très très vite. Oui, ça va très très vite, mais comme d'autres ruptures qui ont eu lieu avant. Je pense qu'au moment de la révolution industrielle, quand on s'est retrouvé avec des chemins de fer, quand on s'est retrouvé avec tout un ensemble de choses qui étaient toutes nouvelles et qui proliféraient, les machines proliféraient, les machines mécaniques proliféraient. Ça n'a pas dû être simple au début, et puis ça s'est fait. Ça n'empêche pas d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, il y a des accidents mécaniques, des accidents de chemin de fer, alors que c'est des choses qu'on connaît depuis presque des siècles, si je puis dire. Donc ça va être la même chose pour les cyberattaques. Même dans 100 ans, il y aura encore des cyberattaques qui passeront. On ne sera jamais totalement en cybersécurité. Mais il faut être conscient qu'on est au début de cette lutte, ce qui est à la fois
excitant parce qu'il y a un côté pionnier. Et en même temps, ça rend humble parce qu'on sait très bien que les actions du début vont être imparfaites. Mais c'est pas grave, les générations d'après vont continuer et ça va prendre du temps. Mais pendant ce temps en question, il faut rester hyper déterminé, hyper mobilisé, tenace, coriace, pugnace. Enfin voilà, il faut développer toutes les qualités de combativité et de mobilisation pour que ce temps ne dure pas trop longtemps et qu'on arrive le plus vite possible à maturité. En tout cas, sujet d'avenir, métier d'avenir, à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à ce sujet. N'hésitez pas à vous lancer. On a besoin de beaucoup de monde, on a besoin de renforts. Merci Michel, c'est la fin de cet épisode, je pense, sur cette dernière note très positive. Merci d'avoir accepté de partager ton précieux savoir au micro du monde de la cyber. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Merci Leslie, c'était un plaisir pour moi aussi. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.